Avec Internet, pour certains, la pornographie est devenue une drogue à portée de main. Les thérapeutes américains sont les premiers à avoir théorisé la notion d'addiction au porno virtuel. En France, les médecins commencent à prendre le problème au sérieux. Certains hôpitaux proposent même des consultations pour ces dépendants sexuels. Qui sont ces nouveaux drogués du sexe? Jusqu'où la dépendance peut-elle les conduire? Et comment sont-ils soignés? Hôpital Paul Brousse à Villejuif, un centre pionnier en matière d'addiction sexuelle. Ici, on soigne les alcooliques, les cocaïnomanes et depuis 2 ans, les dépendants à la pornographie. Comme Christian. À 51 ans, il avait tout du cadre supérieur au parcours sans faute. Marié, 2 enfants, ce consultant gagne 8 000 € par mois. Bonjour. Il tient à rester anonyme, son addiction au porno a ruiné sa vie. En instance de divorce, Christian a perdu tout crédit aux yeux de sa femme et de ses fils. Comment allez-vous? Depuis 10 mois, il fait régulièrement le point avec son psychiatre sur sa consommation de pornographie. Vous êtes passé globalement, là, on voit vraiment le progrès en fait. Vous êtes passé de 6-7 heures par jour à 7 heures par semaine, quoi. Voilà. Avec une diminution des masturbations. Dans ce tableau, Christian note scrupuleusement son temps de connexion sur les sites X et le nombre de fois où il s'est masturbé par semaine. L'objectif de cet étrange carnet de bord, aider le patient à prendre conscience de son addiction pour mieux la combattre. Ouais, vous avez vachement progressé. Hein. Il y a encore quelques mois, Christian menait une double vie, celle d'un bon père de famille qui, en cachette, téléchargeait des vidéos porno de plus en plus extrêmes et dépensait près de 1 500 € par mois avec des prostituées. Un drogué de sexe, capable de se masturber jusqu'à 10 fois par jour, au point de se blesser. Je pense que celui qui boit, s'il voit un verre, même s'il n'a pas soif, il va boire. Quoi. Là, c'était un peu pareil. Même si j'avais pas envie de sexe, il fallait que je me connecte. Quoi. À mon bureau, je m'exposais aussi à des risques, parce que, connecté à son bureau, n'importe qui pouvait rentrer et puis... me surprendre, voilà, tout à fait. Donc, même au bureau. Même au bureau, ça m'est même arrivé au sein de mon bureau de me masturber, quoi. Donc, quand on en arrive à ce stade-là, je pense qu'effectivement, on n'a plus vraiment une totale maîtrise de soi, quoi. Une perte de contrôle et un comportement compulsif que le docteur Carilla retrouve chez ses patients dépendants aux drogues dures. Quelqu'un qui est dépendant à la cocaïne, à un moment, il va y avoir des pensées obsédantes sur « il me faut de la cocaïne, il me faut de la cocaïne ». Là, ça va être pareil sur des pensées qui vont tourner en rond dans la tête, sur « il me faut du sexe, il me faut du sexe, il me faut du sexe ». Donc, il va consommer un produit pour apaiser une tension interne. Couplé à des patients comme Christian, le docteur Carilla en accueille 3 à 4 nouveaux chaque semaine. En plus des séances de thérapie, il leur prescrit parfois des antidépresseurs. Car derrière la consommation frénétique de porno se cache un mal plus profond. La pornographie en soi, c'est pas un mal. C'est utiliser ce support-là comme un antidépresseur ou un tranquillisant. C'est là qu'il faut cibler les gens et les traiter et les aider. Et ça fait en cela une véritable pathologie qu'il faut encore explorer, mais qu'il faut traiter. L'addiction à la pornographie, une pathologie qui se déploie dans l'ombre. Tenue par un sentiment de honte, peu d'hommes osent en parler. À Strasbourg, un serveur de 39 ans a pourtant accepté de témoigner à visage découvert. C'est David, porno-dépendant depuis 10 ans. Aujourd'hui, il voudrait décrocher, mais c'est dur. Dans la rue, une simple boutique de lingerie peut réveiller ses besoins compulsifs. Quand je vois qu'il y a un magasin comme ça qui se présente devant moi et qu'il va y avoir des tenues, machin, en général, je détourne la tête de l'autre côté. Là, par exemple, vous ne préférez pas regarder Je ne préfère pas. Je préfère éviter parce que voilà, c'est une tentation et pour moi, en tout cas, c'est un danger, ça, c'est sûr. Des sous-vêtements derrière une vitrine, une vision anodine pour la plupart des gens, mais qui suffit à obséder David. Dans ces moments-là, il n'a plus qu'une seule idée, rentrer chez lui pour regarder des films porno. Il dit viens là, ici là. David est au chômage, désœuvré, Voilà. alors que sa fille est à l'école et sa femme à l'usine.
il suit un rituel immuable. D'abord, se préparer un café. Puis direction le salon. Il s'installe devant son ordinateur et se connecte toujours au même site. Un portail offrant des milliers de films X gratuits. Voilà, donc ça, c'est le genre de vidéo que j'aime bien regarder, puisque voilà, ça c'est pas tout nu tout de suite, c'est pas l'action tout de suite, ça se déshabille d'abord, ça se prend le temps, ça. Au bout d'un moment, si la vidéo me plaît vraiment, je vais la mettre sur pause. Et puis je vais à la salle de bain, je me déshabille, et puis je reviens devant l'ordi, et puis je regarde la vidéo et je me masturbe. Vous procédez toujours de la même façon? Toujours de la même façon. Pourquoi? C'est un rituel, c'est un besoin. Si je fais pas ça, ne serait-ce qu'une fois, ma journée n'est pas complète, il me manque quelque chose, et pour moi, ma journée n'a pas abouti. Et cela recommence tous les matins, les après-midi, des dizaines de vidéos par jour. Une addiction à moindre frais. Seul coût pour David, le prix de son abonnement internet, 30 € par mois. Tout est fait pour l'empêcher de décrocher. Sans même qu'il le demande, des fenêtres surgissent sur son écran pour lui proposer de nouvelles vidéos. C'est un véritable engrenage. Chaque fois qu'il y a un site qui ouvre, je suis tenté de regarder parce qu'il y a des nouvelles vidéos que je connais pas, que j'ai pas vues. Donc c'est plus excitant, donc du coup c'est plus d'adrénaline, donc on a envie de le voir, on a envie de regarder, et du coup on se rend compte qu'on passe 2 fois plus de temps sur internet qu'on aurait probablement voulu au départ. Rivé à son écran, David néglige ses recherches d'emploi et se coupe du monde. Jusqu'à ce que son épouse découvre sa vie cachée. C'était un soir de 2009. Très quotidien. Hein. Au moment de se coucher, Christiane surprend son mari en train de se masturber devant l'ordinateur. Le choc est terrible pour cette mère de famille qui ne se doutait de rien. J'ai ressenti de la colère. Parce que bon, la frustration et de la colère, parce que je me suis dit, c'est peut-être de ma faute qu'il fait ça. C'est possible, je ne sais pas. Et après, je me suis dit, attends, mais on a quand même une petite fille qui dort à côté. Si elle se lève la nuit, elle peut voir ça. Ça peut faire un choc psychologique, quoi. Et je lui ai dit. David, vous avez conscience que ça peut être dur pour votre femme, votre dépendance sexuelle? Oui, j'en ai conscience. Je n'en avais pas personnellement conscience au départ. Excusez-moi. Mais la prise de conscience est faite beaucoup plus tard, en fait. Malgré ça, vous avez continué? J'ai quand même continué parce que c'était plus fort que moi, ça devenait irrésistible en fait. C'était quelque chose qui devait se faire. Christiane a compris que son mari était malade. Elle l'a convaincu de suivre une psychothérapie pour se débarrasser de son addiction. C'est ma moitié, je peux pas dire autrement, c'est une partie de ma vie aussi. Hein. Je t'ai accepté tel que tu étais quand on s'est mariés. Hein. Donc c'est pas aujourd'hui que je vais dire tu pars et... Soigner la dépendance au porno. Alors qu'en France on découvre à peine l'ampleur de l'addiction, aux États-Unis, c'est devenu un véritable business. Là-bas, des cliniques privées proposent à prix d'or des traitements long séjour pour les accros du sexe et du X. Des sex rehab, rendus célèbres par des stars du show business. Michael Douglas, David Duchovny ou le golfeur Tiger Woods y sont passés. Des centres de soins souvent rattachés à des groupes religieux, comme à Salt Lake City, la capitale des Mormons dans l'Utah. Un quartier résidentiel, c'est ici que des membres de l'Église des Saints des Derniers Jours ont installé la clinique de l'Arche. Le programme du jour, une séance de thérapie expérimentale. Voici votre mission. Vous allez monter sur ces planches et vous allez avancer jusqu'à la lampe que vous voyez là-bas. Ensuite, vous revenez. Jason Webb est conseiller en addiction. Ses cobayes, des alcooliques, Tiens, toi, t'es désigné. des jeunes filles accros aux amphétamines et au milieu du groupe, des dépendants au porno, comme ce jeune homme Christopher qui depuis des années se masturbait 8 à 12 fois par jour devant Internet. We need to come
Reste concentré, n'écoute pas les voix qui te parlent dans ta tête. Tu vas y arriver. J'essaye de les déstabiliser pour voir s'ils restent concentrés sur leur objectif. Pourquoi? Ça fait partie de la solution, rester tout le temps conscient de sa maladie. Si tu ne le fais pas, tu baisses la garde et l'addiction te frappe en plein visage. La thérapie par le jeu, une approche séduisante pour les malades. Mais contrairement aux apparences, l'Arche n'a rien d'une colonie de vacances. En ce moment, Jeremy Boberg, le directeur des admissions, accueille 5 accros au porno. Ils sont logés dans ces chambres doubles avec les autres dépendants. Ça, c'est l'étage des femmes. Et les hommes, ils dorment où? Ils logent dans un bâtiment séparé, sur notre propriété, juste au-dessus des bureaux administratifs. Pourquoi ils sont séparés? Pour d'évidentes raisons. Pour qu'il n'y ait pas de sexe entre eux, pour éviter qu'ils aient des relations inappropriées. Ici, on ne plaisante pas avec le sevrage des sex-addicts. Pour éviter toute tentation, pas d'internet, pas de télé et des lectures triées sur le volet. Toutes les semaines, Jeremy fouille les affaires personnelles des résidents. Y a rien d'anormal dans cette chambre? Non, j'ai vérifié. Tout est OK. À l'affût du moindre objet illicite. Enfin, presque. L'arme du crime, des revues du National Geographic. Difficile de trouver magazine plus sérieux, mais pour Jeremy, c'est une source de tentation. Regardez là, un homme avec un pénis. Oui, c'est une œuvre très célèbre de Michel-Ange. Une image tout à fait appropriée dans un contexte normal, mais dans le cas d'un sex addict, ça peut être mal interprété. Mais que va-t-il se passer quand ils sortiront d'ici? Quand ils retourneront dans la vraie vie, ils auront accès à ces magazines et à Internet. Oui, c'est sûr. Mais d'ici là, ils auront appris comment surmonter leurs pulsions. Une vie de moine pendant 90 jours, pour 15 000 $ par mois. Désormais, l'univers de ces résidents se limite à ces cercles de parole, des séances quotidiennes. Jason, qu'est-ce qui fait de toi un sex addict? Eh bien, je ne pouvais pas m'arrêter, littéralement. C'est là que je me suis rendu compte que j'avais un comportement compulsif, que j'avais sans arrêt des pulsions et que je n'arrivais pas à sortir de ce cycle de honte. Moi aussi, c'était une obsession. Je ne pouvais même pas aller dans la rue ou au centre commercial sans être excité par une femme qui passait à côté de moi ou sans penser aux vidéos porno que je venais de regarder. J'en est arrivé au point où j'avais des pensées sexuelles toute la journée. Ici, on témoigne sans tabou de son addiction au porno, comme on confesse un péché. J'ai écrit une lettre à Dieu dans laquelle j'ai épanché mon cœur. Il était dans ma tête. Il m'a dit qui j'étais et il a répondu à toutes mes questions. Depuis ce moment, je n'éprouve plus de honte. Je ne me sens plus sale. Et comme à chaque séance, la thérapie se termine par une prière en groupe. Au pays des puritains, les accros du porno sont peut-être en train de basculer dans une autre dépendance. Amen.